Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour la question, merci pour l'invitation. Euh, là, c'est une question très, très, très large. Et je vois le piège sur les 5 minutes. Euh, Bien sûr, le mouvement syndical a été surpris, clairement, en 2018, sur la façon dont ça s'est construit, dont c'est sorti sur le mouvement des Gilets jaunes, y compris au début. On a pensé à une forte manipulation d'extrême droite, hein. C'était quand même ça un mois avant l'explosion Gilets jaunes. Pour autant, derrière, et c'est et c'est important de le voir, une grande partie du mouvement syndical a eu du mal à être en phase. Voilà, sur fin novembre et sur décembre 2018, et voire a voulu condamner cette mobilisation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que ça veut dire, parce que ça a été, je pense, déjà un peu abordé, notamment par Daniel tout à l'heure, y compris sur la question des déserts syndicaux. Enfin, voilà, il faut être clair sur l'incapacité du syndicalisme aujourd'hui à toucher la majorité, en tout cas l'intégralité du salariat, c'est sûr, et peut-être même la majorité. C'est ça un des défis qui se pose à nous aujourd'hui. Euh, Bon, pour autant, toutes les organisations n'ont pas répondu de la même manière. Et puis, très vite, il y a des organisations syndicales qui ont quand même appelé à faire des liens et des passerelles. Et on l'a vu, et on le voit maintenant, 2 ans, 3 ans après, qu'il y a pas mal d'endroits où il y a eu des liens qui sont noués, il y a eu de la syndicalisation. En tout cas, on en a parlé avec des camarades de la CGT. Et nous, à Solidaire, on a aussi pas mal de personnes qui sont issues du mouvement Gilets jaunes. Alors, ce n'est pas la masse totale, mais c'est assez intéressant. Et ce que ça a eu derrière comme effet, c'est que ça a bousculé, en fait. Ça a bousculé les syndicalistes. Pourquoi il se passe ça? Pourquoi on n'arrive pas à être en phase? Alors évidemment, il y avait la question des modalités d'action, hein, de la grammaire des luttes du moment, et y compris les Gilets jaunes. On était sur des mobilisations de week-end qui n'étaient pas des grèves, hein. Et du coup, ça pouvait aussi perturber des syndicalistes qui avaient un bréviaire peut-être un peu court parfois, ou un peu trop rabougri par rapport à tout ce qui est possible de fait, ce qui pose les questions des mobilisations sur le week-end par rapport à. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent le week-end, mais par rapport aux mobilisations en semaine, voilà, qui a permis de se questionner. Donc il y a eu ça. Daniel l'a aussi rappelé tout à l'heure à quel point il y avait de fortes mobilisations, et depuis la loi travail et l'enchaînement de la loi travail en 2016, on a eu le sentiment de ne pas faire trop de pauses dans la construction des mobilisations, mais parce que en fait, on se faisait pilonner en face en termes de transformation. On continue, à mon avis, de se faire pilonner, même si il y a un break de quelques semaines ou quelques mois, une forme de trêve électorale, mais qui risque d'enchaîner avec un nouveau pilonnement très très fort, notamment sur la question de la protection sociale et des retraites. Mais ça, on en parlera pour le futur. À la fin 2019, hein, on est sur un an après les Gilets jaunes, il y a l'émergence à ce moment-là d'une mobilisation ultra sectorielle. Si on se souvient, alors, on est en septembre 2019, il y a une journée interprofessionnelle mal préparée qui ne va pas donner grand-chose. Et puis, il y a un secteur qui part tout seul quelques jours avant pour une journée de grève. On se dit, bon, à quoi ça sert? C'est la RATP. À quoi ça sert d'aller dans votre coin? De cette journée-là, la RATP, les syndicats, et notamment l'UNSA RATP, alors je ne vais pas revenir sur les élections qui ont eu la semaine dernière, il y a eu beaucoup de recompositions à la RATP depuis, mais dit qu'ils veulent appeler, que l'intersyndicale veut appeler à une reconductible le 5 décembre, et notamment sur la question de la transformation de la RATP, et puis derrière, ce point de la question des retraites. Et là, on assiste en un mois et demi à une construction assez particulière, et je pense qu'il faut le souligner. Hélas, le Covid nous a empêché de tirer des vrais bilans, enfin de faire des bilans collectifs de cette mobilisation de 2019. Nous-mêmes, on peine encore à le faire bien au niveau de Solidaire. Euh, on a une construction atypique, en tout cas atypique par rapport à ce qui a été proposé ces dernières années. C'est que ce n'est pas venu d'une intersyndicale interprofessionnelle nationale, ce n'est pas venu par un secteur très puissant tout seul qui a une aura nationale, c'est venu par un effet boule de neige en un mois et demi, d'une construction aussi derrière d'une construction interprofessionnelle, intersyndicale, mais ce n'est pas ça l'origine. C'est pas ça l'origine de la mobilisation de décembre. Bon. Et ça doit nous interroger sur la façon de fonctionner. D'ailleurs, ça nous interroge à tel point on tente des choses. Et je pense que la mobilisation de 2019, elle a encore une influence très très forte sur l'intersyndicale dont parlait Benoît tout à l'heure.
à minima entre la FSU, la CGT et Solidaire. Plus difficilement quand on élargit avec Force ouvrière, mais c'est aussi des questions de culture et qui vont être un peu différentes. Voilà. Même si on essaye d'élargir et de continuer à élargir. Mais du coup, par rapport au questionnement général et au texte qui est très, très intéressant, euh, je pense qu'il ne faut pas être non plus dans un pessimisme trop marqué. C'est-à-dire, je ne dis pas que le texte l'est, mais enfin, il cartouche pas mal quand même, hein, faut être clair. Mais quand je dis ça, bon, nous, on le voit, l'effet de seuil dont tu parlais tout à l'heure, Jean-Marie, oui, Solidaire, ça fait 8-9 ans qu'on revendique nos 110 000 adhérentes et adhérents. On a réussi à rester stable, ce qui nous semble pas trop mal dans la période de difficulté et de baisse en nombre d'adhérentes et d'adhérents. On a réussi aussi des transformations. Voilà, il y a eu des départs générationnels. Hein. Daniel, tu parlais d'Annick tout à l'heure, et d'autres camarades voilà, on a eu des changements de génération, puis on a aussi des évolutions dans nos champs de syndicalisation qui existent aujourd'hui, qui sont aussi à prendre en compte. On perd du monde, clairement, dans ce qu'était la fonction publique d'État, dans cette dégradation, dans plein de choses qui arrivent et qui sont liées à la baisse des effectifs, qui sont liées à des attaques longues. Et puis en même temps, on se développe aujourd'hui dans des secteurs dits de logistique. Ah oui, je suis déjà trop long, bon, ben, j'ai l'impression d'avoir juste commencé. Ben voilà, un syndicat, et je vais finir là-dessus, un syndicat comme celui qu'on a développé à Amazon, aujourd'hui être capable d'avoir des syndicalistes qui développent là-dedans quelque chose qui nous semble fort, c'est-à-dire une présence syndicale sur le terrain, qui est capable d'essayer de faire des grèves sur des journées comme le Black Friday la semaine dernière ou des choses comme ça veut dire quelque chose aujourd'hui aussi de la vitalité du syndicalisme. Il n'y a pas que Solidaire. Je veux dire, la CGT s'implante aussi à Amazon, il y a d'autres structures. Donc, on arrive encore à être en phase, à mon avis. Par contre, rediscuter effectivement des déserts syndicaux, comment on va lutter contre. Et moi, je suis persuadé que c'est l'approche territoriale, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire à Solidaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas combler des déserts syndicaux en envoyant un secteur aller visiter d'autres personnes. Il faut être capable d'avoir une approche interprofessionnelle qui réfléchisse et qui réfléchisse aussi des acquis et des forces de ce qui a pu exister à un moment donné quand on pense à ce qu'a pu être, ce qu'ont pu être les bourses du travail. Bon, j'arrête là. J'ai pas du tout abordé par ailleurs les questions écologistes, féministes ou plus jamais ça. Voilà, c'est pas très grave là, mais ça reviendra peut-être dans la discussion plus tard.